Les rangées de notre auditorium se sont bien remplies, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à participer à cette journée nationale de la filière céréales à paille et protéagineux de Sémaé. Nous allons aborder trois sujets particulièrement importants pour nos métiers, quelle que soit la place que nous occupons dans la filière semences, au travers de trois tables rondes. Nous allons débuter cette matinée en parlant du progrès génétique, ce qui nous permettra de faire une transition avec la journée qui a eu lieu hier, la rencontre annuelle UFS Arvalis, où nous avons largement abordé ce sujet, et il va trouver donc toute sa place aujourd'hui également. Comme vous le savez, nous avons démarré depuis les semis 2024 une vaste étude sur le progrès génétique. Cette étude a été mise en place suite aux discussions abordées dans le cadre des négociations sur le financement de la recherche entre la SICASOV et la GPB. Et d'un commun accord, nous avons confié à nos organisations professionnelles respectives, l'UFS d'un côté, Arvalis de l'autre, la mission d'étudier ce que la génétique a pu apporter aux agriculteurs et à la filière en termes de progrès, d'amélioration et de résistance aux maladies. Nous avons pu mettre ce réseau d'essais en place de manière efficace et avec un succès qui a dépassé nos espérances. Nous avons été rejoints par de nombreux partenaires de la filière, des coopératives et des négoces qui se sont intégrés, mais également le GVS qui est venu s'inscrire dans ce programme de recherche. Et nous avons hier eu la primeur des premiers résultats et je pense que les représentants de la GPB qui étaient présents pourront témoigner auprès de leurs collègues, mais on aura l'occasion de les revoir et de leur faire part de ce premier round, puisqu'il y aura 3 années a priori d'expérimentation, mais les premiers résultats sont tout à fait intéressants. Nous avons encore beaucoup de travail à faire d'analyse sur cette première année. Pour l'instant, nous avons essentiellement les caractères rendement, résistance maladie, mais nous allons aller jusqu'au débouché technologique. Donc je remercie également les partenaires de la NMF, du CIFPAF, qui sont déjà montés avec nous pour apporter leur contribution en matière d'analyse technologique et nous sommes également en passe de trouver un accord sur le type d'expérimentation à mettre en place avec la filière orge pour que cette culture soit également analysée sous un aspect de sa qualité au service de la filière. Nous avions mis dans ce réseau un ensemble de variétés phares. Alors pour les plus anciens d'entre nous, ça nous permet de se sentir un peu plus jeune avec des noms qui nous rappellent de grandes années céréalières, des camps Rémy, des festivals, j'en passe et des meilleurs. Et nous avons confronté ces variétés avec tout au long du cycle des années les principales variétés cultivées en France et puis bien sûr avec celles qui sont aujourd'hui dans les champs, y compris les tours d'anières inscrites. Et nous allons pouvoir ainsi disposer d'un matériel extrêmement conséquent dont il faudra exploiter avec beaucoup de minutie le potentiel de communication qu'il représente, et pas seulement vis-à-vis des agriculteurs, pas seulement vis-à-vis de la filière, mais également et peut-être je dirais surtout vis-à-vis de tous ceux qui tournent autour de nos métiers, que ce soit pour des aspects réglementaires, donc que ce soit les ministères, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les conseils régionaux dont vous savez qu'ils sont de plus en plus prégnants dans la mise en place des politiques agricoles au niveau régional. Il faut impérativement que nous partagions les résultats de cette étude qui représente un investissement, que ce soit financier, matériel ou humain, très important. Ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser ce matériel qui nous est mis à disposition de la manière la plus optimale possible afin de témoigner auprès de ceux qui sont peut-être un peu éloignés ou qui ont des conceptions qui sont un peu, comment dirais-je, altérées par certains discours qu'on a un peu trop tendance à entendre sur certains médias, que c'était mieux avant et que les variétés d'hier apportaient bien plus de satisfaction que celles d'aujourd'hui. Il faut tordre le cou à cette rumeur qui est totalement infondée, qui est injuste d'ailleurs. Les agriculteurs ont effectué énormément d'efforts et continuent à en faire. Les sélectionneurs continuent à apporter des variétés qui permettent de véhiculer de nouveaux
moyens de lutter contre des maladies, des parasites et ainsi de réduire la consommation de produits de protection des plantes. La filière, que ce soit les collecteurs, que ce soit les transformateurs, se sont également engagés dans des voies plus vertueuses. Donc, il faut impérativement que nous remettions, comme je suis républicain, je ne vais pas dire l'église au milieu du village, mais la mairie au milieu du village, et de rappeler que notre travail est utile et qu'il participe à une amélioration et des campagnes et de l'alimentation de nos concitoyens. Les espèces que nous travaillons au sein de cette section sont toutes exogames. Alors il y a une petite exception, c'est celle du seigle, et elle porte donc la question du financement de la recherche et de la valorisation du progrès génétique dans un contexte d'érosion du taux d'utilisation des semences certifiées. Et là aussi, les résultats de ce travail doivent permettre de trouver entre les différentes parties prenantes le moyen de mettre en place des pistes de travail permettant de maintenir une activité de recherche performante et apte à donner aux agriculteurs et aux industries de la première transformation la matière première et les variétés dont ils ont besoin pour continuer à être compétitifs et à vivre dignement du métier qui est le leur. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de la rencontre annuelle UFS Arvalis, une thématique également importante dans cette direction, puisque le titre de cette journée était notamment « Quelle est la perspective des variétés de céréales à horizon 2035 ?» Donc nous sommes déjà en train de travailler pour que ces variétés soient bien adaptées aux évolutions, qu'elles soient climatiques, réglementaires ou autres. Et nous avons également veillé à ce que le GEVES, qui est un peu la tour de contrôle et la vigie qui va permettre de fixer le cap sur les orientations à donner à la recherche, en intégrant encore une fois les besoins des agriculteurs et de la transformation, soient bien pris en compte et que nous fassions évoluer les règlements d'inscription afin de s'adapter à ces évolutions qui sont à la fois inévitables, mais par contre pas toujours faciles à prédire, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'aléas climatiques ou de développement d'insectes ou de maladies qui sont aujourd'hui peu ou pas présentes sur le territoire national. La deuxième table ronde qui va nous occuper abordera un autre sujet qui est particulièrement sensible, c'est celui de la qualité sanitaire des céréales. On entend beaucoup parler depuis plusieurs années, notamment suite à la récolte 2024, de problèmes d'ergot, de problèmes de carie, mais également de développement du charbon nu de l'orge. Et nous avons d'ailleurs reçu, au titre de la section céréales à paille de SEMAE, une lettre de l'ANMF nous demandant un rendez-vous afin de pouvoir aborder la question plus particulière de l'ergot qui pose à cette filière depuis notamment la récolte 2024 des soucis. Vous savez que d'un côté réglementaire, on a une baisse attendue par les autorités des teneurs en alcaloïdes et de l'autre côté, nous avons des problèmes de désherbage qui se développent, nous avons des problèmes de résistance aux herbicides qui se développent et nous avons effectivement constaté un relatif développement de l'ergot. L'année 2024, de par à la fois les problèmes de désherbage et les problèmes climatiques, a fortement amplifié la nature du problème. Donc nous allons bien entendu revenir rapidement vers nos amis de la meunerie afin de convenir d'une date de rendez-vous et de pouvoir, avec eux, aborder les différentes pistes qui pourraient permettre de mieux contrôler ce champignon. Mais encore une fois, il n'est pas le seul à nous poser des soucis. Je pense que vous avez entendu parler également des problèmes de carie, notamment dans le sud de la France. Alors vous allez me dire, là il ne s'agit pas véritablement d'un problème, mais plutôt d'une fraude qu'autre chose. Mais néanmoins, il est indéniable que la carie a tendance à revenir et que le charbon nu de l'orge commence à nous poser également des problèmes. Et c'est peut-être pas fini, puisque, comme vous le savez, nous devons faire face également à la suppression de matières actives en protection des semences qui sont très efficaces sur à la fois la carie et le charbon nu. Mais si demain on nous les enlève comme cela semble prévu, cela ne peut qu'accentuer la difficulté que nous aurons à contrôler ces deux problèmes. Enfin, nous allons clôturer nos travaux en débattant sur l'impact des nouvelles réglementations européennes sur la filière des semences, que ce soit en matière de nouvelles techniques de sélection ou de génomique, vous les appelez comme vous voulez, ou lorsqu'il s'agit du PRM, donc le règlement concernant la reproduction du matériel végétal. Les enjeux sont extrêmement importants et à n'en pas douter, quelle que soit l'issue des débats qui ont lieu actuellement au sein de l'Union européenne, ils auront un impact notable sur nos métiers.
Je terminerai mon introduction faisant un petit retour en arrière. Si vous étiez présent, notamment l'année dernière, nous avions une table ronde qui avait entamé nos travaux sur les protéagineux. Et nous avions eu l'agréable surprise d'entendre le représentant de la FOP nous dire qu'il tenait à trouver des solutions en termes de financement de la recherche sur des espèces, les protéagineux, sur lequel on nous attend avec impatience, que ce soit côté ministère de l'Agriculture ou côté agriculteurs, de façon à pouvoir diversifier nos assolements et utiliser des légumineuses qui permettent une meilleure gestion des engrais azotés. Mais malheureusement, à la date de ce jour, nous n'avons pas reçu de suite à cette intervention que nous avions pourtant appelée de nos voeux. Nous avions convenu qu'il fallait se voir. Donc je lance un appel pour dire que la porte est toujours ouverte, que nous souhaitons tout le temps discuter avec nos interlocuteurs. Et j'aimerais très sincèrement, je sais bien que comparaison n'est pas raison, et c'est peut-être pas très diplomatique ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. J'aimerais que nous ayons la même qualité de relation avec la FOP et avec son institut technique Terrinovia que celle que nous avons réussi à tisser avec les représentants de l'AGPB et d'Arvalis, et encore une fois dans un esprit de partage et surtout de gagnant-gagnant. Nous faisons partie de la même filière, nos intérêts sont convergents sur beaucoup de sujets. Bien sûr, nous avons à un moment ou à un autre une relation de client à fournisseur, mais ce n'est pas ça qui est la clé de voûte de nos relations. C'est une filière nous avons besoin les uns des autres, et nous avons impérativement besoin de pouvoir nouer aussi bien en protéagineux qu'en céréales des partenariats forts pour trouver ensemble les solutions et surtout se présenter collectivement devant nos autorités tutelles, à commencer par le ministère de l'Agriculture. Nous sommes beaucoup plus cohérents, nous sommes beaucoup plus forts et nous sommes beaucoup plus convaincants lorsque nous venons ensemble pour défendre un esprit de filière. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne réunion. Je laisse la parole maintenant à notre animateur en chef qui est maintenant officie depuis plusieurs années. On est toujours extrêmement content de l'avoir. On sait que les débats vont être menés de façon ronde, efficace, parce qu'il connaît bien nos sujets. Place à la première table ronde. Bonne journée à tous. Un, deux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Oui, pas de souci. Voilà. Jean-Paul Hébrard, moi je suis animateur d'émissions de télévision sur TV Agri pour le monde agricole depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que je suis votre secteur d'activité toujours avec émerveillement et découverte. Alors cette matinée va être très riche parce que nous avons la chance d'avoir 3 tables rondes avec des experts qualifiés pour en parler. Sans plus tarder, on va attaquer sur la première table ronde. Le premier sujet, est-ce qu'en situation de crise, les agriculteurs misent encore sur le progrès génétique? Mais juste avant d'accueillir les différents experts, je vais tout d'abord lancer une vidéo et vous allez voir justement, c'est l'intervention de Denis Jamet qui va pouvoir nous expliquer un peu ce que lui il attend. Image. Bonjour à tous, Denis Jamet, agriculteur dans le Cher, en zone intermédiaire, sur une exploitation de 450 hectares, avec une grande partie consacrée aux céréales, environ 300 hectares. Donc pour moi, ce socle céréales est extrêmement important dans la viabilité de mon exploitation agricole. Et ce qui est vrai, c'est que depuis 3 ans, nous sommes confrontés à des revenus en très très forte baisse, ce qui fait que j'attends, moi, que les semences m'apportent une vraie résilience dans l'économie de mon exploitation. Ce qui est sûr, c'est que depuis des décennies, la génétique nous avait permis d'améliorer les rendements, la lutte contre les bioagresseurs, les maladies, et de fournir des laits notamment et des orges de grande qualité qui correspondent aux attentes de nos clients. Mais là, depuis 3 ans, cette difficulté économique me pousse vraiment à attendre de la génétique une vraie amélioration, une vraie résilience. Le bouleversement, on va dire, climatique va bien plus vite que les progrès de la génétique, ce qui fait que nous sommes en recul sur les rendements.
On voit bien également que nous sommes challengés par les intrants, c'est-à-dire le prix des engrais fait qu'on attend aussi d'avoir des semences qui optimisent au mieux la fertilisation azotée, et également le grand débat sur les moyens de production, où on voit bien que on a une certaine difficulté à maintenir les solutions phyto, donc avoir également des semences avec une génétique qui permet de rendre les plantes plus résistantes aux bioagresseurs avec une utilisation des produits phytosanitaires le plus adaptée possible. Donc, en résumé, une génétique qui nous permet d'assurer un revenu. Voilà, on peut remercier Denis qui est dans la salle, justement, il interviendra dans une autre table ronde, d'avoir posé un peu les enjeux, les attentes. On va accueillir à présent donc Clémence Boulanger, chargée d'études chez Adéquation. Clémence, on peut l'applaudir, comme ça mettra un peu d'entrain. Elle va nous partager donc une étude qui a été menée pour justement comprendre les attentes des agriculteurs. Merci. Oui, donc l'idée de cette étude, c'était vraiment de... Donc là, on a eu un témoignage d'un agriculteur, mais là, c'était d'avoir un plus grand nombre et surtout d'être représentatif de ce que sont tous les agriculteurs français et comprendre quelles étaient leurs attentes vis-à-vis du progrès génétique et de l'innovation variétale. Ça, c'était une partie qui a été faite donc auprès d'agriculteurs. Il y a une autre partie de cette étude qui a été faite aussi auprès d'acteurs de la filière aval, avec dedans, c'était un beaucoup plus petit échantillon, mais on a interrogé un peu de quelques coopératives négoces, quelques interprofessions comme voilà, les producteurs de céréales, mais aussi de la meunerie ou de la brasserie, et un dernier volet avec quelques industriels, pour voir aussi un petit peu plus loin dans la filière quelles étaient les attentes. Donc à la fin, je vous présenterai la conclusion en gros de cette partie sur les acteurs de la filière aval. Mais donc on va commencer déjà par ce qu'ont dit les agriculteurs sur leurs attentes vis-à-vis du progrès génétique. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, juste pour rappeler la méthodologie qu'on a suivie, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une étude représentative de la ferme France, en tout cas des producteurs de céréales. C'est une étude qui a été faite du coup auprès de 220 producteurs d'au moins 50 hectares de céréales. Et elle a été faite donc il y a à peu près un an, en mars 2025. J'avais présenté les résultats à l'UFS en juin dernier. Et donc les interviews s'étaient réparties sur le territoire de production de céréales françaises. Donc là, c'est rapidement pour savoir qui on a interrogé. Donc on avait des producteurs de BTH uniquement, de BTH et d'orge de printemps, ceux qui avaient à la fois BTH, orge et pois, et 9% qui n'avaient que BTH et pois protéagineux. C'était vraiment une étude qui était axée sur les céréales à paille qui étaient donc blé tendre d'hiver et orge de printemps, et on avait aussi ajouté donc le pois protéagineux. En moyenne, on était sur 200 hectares de SAU pour ces exploitations, qui est un petit peu plus que ce qu'est la ferme France, mais on avait mis un seuil à 50 hectares de SAU, donc voilà, on était dans ce qu'il y a en France à peu près, avec des surfaces en BTH de 71 hectares. Voilà, on peut passer rapidement sur ces slides. Elles sont juste là pour s'assurer qu'on était bien représentatif de l'agriculture française. On avait principalement donc des agriculteurs qui étaient en grande culture, du fait qu'on sélectionnait aussi certaines céréales, un peu de polyculture élevage, très peu d'élevage, et puis 1% qui n'a pas précisé son orientation. On en avait quelques-uns donc, qui avaient une activité de multiplication de semences, ils représentent 18%. Et ça, voilà, on leur demandait un peu, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'ils s'informent, ces agriculteurs, notamment sur les semences. Donc c'est en priorité, le premier interlocuteur, c'est le technico-commercial de sa COP ou de son négoce. Ensuite, ils consultent beaucoup les organismes techniques comme Arvalis ou Terrinovia.
Ils se fondent aussi sur leur propre expérience. Des organismes de conseil comme les chambres d'agriculture, etc. La discussion entre agriculteurs. Et après, on a des choses un peu plus anecdotiques. Voilà. Ils vont assez peu sur les sites internet des semenciers pour se renseigner sur les semences. Donc là, voilà, on va vraiment arriver dans le cœur du sujet, qui était d'avoir leur opinion sur l'innovation variétale, les connaissances, l'intérêt, et aussi voilà, qu'est-ce qu'ils pensent actuellement des semences et quels seraient leurs souhaits pour d'évolution et d'amélioration. On leur demandait d'abord quelle était un peu la place du choix de la variété dans leur programme. En gros, ils pouvaient dire soit si c'était primordial, c'est-à-dire que c'était vraiment ce qui intervenait en premier dans leur choix, puis après les produits de protection des plantes. Ils ont majoritairement quand même répondu que c'était important, mais au même titre que le choix des produits. Donc ils font vraiment un programme complet en intégrant à la fois la semence et les traitements qui vont aller avec. Et seulement 7% considèrent que c'est secondaire. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. La semence est reconnue comme quelque chose de très important pour les agriculteurs. On leur demandait aussi l'intérêt qu'ils portaient quand une nouvelle variété sortait. Et ben, ils sont presque 90% à dire qu'ils sont intéressés. Et en tout cas, ils vont rechercher l'information pour se renseigner sur les nouvelles variétés. Et ça va même à 90% pour les plus grandes exploitations, à savoir ceux qui ont au moins 60 hectares de BTH. On leur demandait aussi donc, quelles étaient donc, leur opinion sur la gamme actuelle de variétés de BTH. Donc ils sont quand même très satisfaits aujourd'hui de ce qui est présent sur le marché en termes de variétés de BTH. Et pour ce qui est de l'insatisfaction, on a notamment le manque de productivité qui ressort. Mais c'est vraiment anecdotique, on est sur 11 répondants sur les plus de 200 qui ont été interrogés. On avait donc la même question après qui a été posée sur l'orge de printemps et sur le pois. On est un petit peu en dessous pour l'orge de printemps, mais on reste à quasiment 90% qui se disent satisfaits aujourd'hui des variétés qui sont présentes sur le marché, et avec toujours ce manque de productivité qui ressort. Et par contre, sur le pois protéagineux, là, on n'est plus qu'à, en gros, 2/3 des agriculteurs qui sont satisfaits du manque de productivité aussi qui ressort, et quelques, voilà, comme le manque de résistance. Donc, c'est un peu sur le pois, les variétés de pois où on a plus d'attentes, on va dire, et en tout cas que la gamme actuelle satisfait moins que par rapport au BTH ou à l'orge de printemps. On leur demandait ensuite, donc c'est une question qui était fermée, hein, on leur proposait des items sur les axes d'amélioration, lesquels ils trouvaient les plus prioritaires pour ce qui est de la recherche et l'innovation. Donc ils attendent en premier lieu pour 70% une meilleure résistance aux maladies. Ensuite arrive l'adaptation aux conditions climatiques et la meilleure productivité. Donc là, on a vraiment le top 3 des attentes. Et après, les autres sont beaucoup plus anecdotiques avec la meilleure résistance aux ravageurs pour 12%, la meilleure résistance à l'averse et la meilleure qualité de récolte. On avait mis quelques questions aussi sur les connaissances qu'ils avaient du fonctionnement, du financement de la recherche et l'innovation variétale. On leur demandait déjà comment s'ils connaissaient très bien ou assez peu ou pas du tout le mode de financement. Ils sont que 40% à dire qu'ils connaissent. Donc la majorité quand même dit ne pas connaître le mode de financement. Et on leur demandait s'ils connaissaient la crive. Et ils sont quand même 46% à avoir répondu qu'ils le connaissaient. Et donc à ceux qui connaissaient, on leur demandait s'ils trouvaient que c'était un mode de financement juste. Et là, du coup, sur c'est ça, il y avait la centaine de répondants qui connaissaient la crive. Ils disaient que globalement, c'est quelque chose de juste. Et les agriculteurs sont prêts à payer.
participer, sont prêts à participer financièrement à la recherche et à l'innovation variétale. Et du coup, on avait une question vraiment spécifique là-dessus. On leur demandait s'ils étaient d'accord avec l'affirmation suivante qui disait donc, il est important que les agriculteurs contribuent à utiliser des semences certifiées afin de soutenir la recherche et l'innovation variétale. Donc, c'était voir s'ils faisaient quand même bien le lien entre l'utilisation de semences certifiées et la participation financière à la recherche. Et ils sont 75% à être d'accord avec cette affirmation. Donc là, on peut passer cette partie qui était vraiment plus technique pour arriver à la conclusion. Je vous laisse passer rapidement, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, pareil, c'était les conclusions sur les pratiques. On avait quelque chose sur l'utilisation de semences certifiées, semences de ferme, etc., les raisons qui poussaient à l'une ou à l'autre. Mais on peut passer cette slide aussi et arriver directement donc, à la conclusion sur l'avis des agriculteurs sur la recherche et l'innovation. Donc c'est un petit résumé de ce que je vous ai présenté, à savoir que vraiment le choix de la semence, c'est quelque chose soit de primordial, soit d'important, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi et important aux yeux des agriculteurs. Ils sont intéressés par tout ce qui est innovation et nouvelles variétés sur les semences. Ils sont d'accord pour dire que c'est important d'utiliser des semences certifiées pour participer au financement de la recherche. Ils ont peu connaissance quand même du mode de financement, donc peut-être aussi un axe d'amélioration sur la communication et la transparence. Je pense qu'ils seraient intéressés par ça, sur comment elle est financée et qu'est-ce qu'eux peuvent apporter. Et parce qu'en fait, ils sont quand même prêts à... Enfin, en tout cas, ils trouvent que la crive et donc le fait de participer financièrement, c'est quelque chose qui est juste et ils sont prêts donc à participer. Pour ce qui est de la gamme, ce qu'on leur présente aujourd'hui, ils sont quand même satisfaits des variétés sur le marché, avec un peu moins quand même sur le poids, mais pour le BTH et l'orge, on était sur des bonnes, des bons taux de satisfaction. Et donc leurs principales attentes, le top 3 de ce qu'ils attendent à l'avenir sur la gamme de semences, en tout cas sur ces céréales à paille et protéagineuses, c'est vraiment la résistance aux maladies, l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques et l'amélioration de la productivité. Et donc là, je vous ai mis un petit peu aussi le pendant de l'étude sur la filière aval, à savoir les industriels, des quelques interprofessions et des négoces. On n'était plus du tout sur une enquête quantitative comme je vous ai présenté là, on était plus sur du, on va dire, semi-qualitatif. Alors dans ces entretiens, c'est un petit peu... Le lien avec la semence est quand même plus éloigné que vers les agriculteurs. Donc, ils parlaient plus de qualité, en tout cas du produit fini qu'ils achetaient. Mais ils ont bien, comme le mentionnait M. Momont en introduction, parlé de ces problèmes de maladies et de qualité. Et donc, ils ont vraiment aussi, la conclusion, c'était qu'ils avaient vraiment également des attentes fortes de la part des semenciers pour trouver des solutions et notamment aussi face au changement climatique qui bouleverse quand même beaucoup l'environnement des plantes aujourd'hui. Et tout le monde est vraiment persuadé que la semence est une solution d'adaptation, en tout cas à ces nouvelles conditions, pour continuer à produire de bonne qualité et des quantités suffisantes pour nourrir les habitants de demain et d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Clémence Boulanger. Venez vous asseoir.
On va justement réagir sur cette étude. Et je vais demander à Camille Guérin, responsable du service céréales et protéagineux et réglementation donc en protection de culture à la FNAMS, de venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Camille, je vous donne un micro. Camille, un peu comme on l'a vu dans cette étude, est-ce qu'on ressent chez les agriculteurs multiplicateurs un vrai souci aujourd'hui en termes de maîtrise de coûts de production ? Alors oui, tout à fait. En termes de coûts de production, ce qui ressort de tout ça, c'est que, comme l'a très bien soulevé Denis Jammet, on a eu ces dernières années un effet d'augmentation des coûts de nombreux intrants. Donc ça peut être les intrants, notamment la fertilisation a beaucoup augmenté. On a aussi tout ce qui est charge de mécanisation, par exemple. On a aussi tout ce qui est main-d'œuvre. On peut aussi soulever le poste semence qui a légèrement augmenté aussi en parallèle. Et toutes ces augmentations de postes de coûts de production, ça soulève des questions. De l'autre côté, on a aussi des agriculteurs qui perçoivent la nécessité du progrès génétique, ce que ça peut leur apporter, mais ils sont vraiment en attente forte de ce progrès génétique. Et pour en revenir sur le volet coût de production, c'est vraiment un aspect important, aussi bien, je pense, aujourd'hui pour les agriculteurs que pour tous les acteurs qui accompagnent ces productions, notamment donc, pour ma part, en ce qui me concerne, je travaille à la FNAMS, qui est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Et pour les agriculteurs multiplicateurs, on a à la fois les agriculteurs et les établissements semenciers qui ont besoin aujourd'hui d'avoir des indicateurs solides pour bien connaître d'un côté les coûts de production et de l'autre créer un bon équilibre entre ces coûts de production et puis trouver la juste rémunération pour bien valoriser ces cultures ensuite. Et cette valorisation, elle passe aussi, si on veut faire des bons rendements, continuer à produire dans de bonnes conditions et faire face à tous les stress que peuvent subir les cultures, ça passe par ce progrès génétique. Donc cet après-midi, il y aura ici même une enquête, des résultats d'enquête qui vous seront présentés sur les coûts de production en production de semences de céréales et de protéagineux dans une enquête qui a été réalisée par la FNAMS et qui a été soutenue, financée par l'interprofession SEMEI. Et cette enquête, elle s'est vraiment déroulée dans le cadre de la section céréales à paille et protéagineux avec le soutien de tous les acteurs de la filière. Et ce qui est très important aujourd'hui, de créer ce lien entre les deux. Donc un vrai teaser pour cet après-midi. Si on reste toujours sur le focus des agriculteurs multiplicateurs, ce serait quoi le top des attentes un peu ? Alors le top... Sur le génétique. Le top des attentes sur la génétique, c'est un petit peu trouver quelque chose qui n'existe pas. Le mouton à 5 pattes, c'est vraiment avoir une variété qui soit suffisamment performante pour répondre à toutes les attentes. Et les attentes aujourd'hui, elles sont nombreuses. On a des défis, notamment en tout ce qui concerne aujourd'hui l'adaptation aux aléas climatiques de toutes sortes. Et on sait très bien qu'une variété va pouvoir être plus performante soit dans un sens, soit dans un autre. Et de l'autre, on a aussi tous les stress liés aux bioagresseurs et le challenge économique d'arriver à produire tout en ayant une culture qu'on peut conduire et mener à bien sans prendre trop de risques et pouvoir valoriser tout ça dans une approche vraiment filière en assurant une production qui puisse à la fois aboutir et qu'on puisse valoriser aussi sur les marchés. Et donc les agriculteurs sont aussi au cœur de tout ce schéma-là et contribuent à voir, ce sont les premiers témoins finalement de ce qui se passe sur le terrain. Ils voient grandir chaque nouvelle variété, ils voient grandir aussi les cultures, ils observent, ils voient ce qui se passe et c'est vraiment après le dialogue qui se crée au sein de nos filières, au sein de toutes les productions qui se font de céréales, qui peut nouer ce dialogue et qui aide à améliorer chaque jour. Avec la nécessité d'arbitrer en permanence. Exactement. Alors, on va accueillir à présent Romain Valade pour compléter le panel. Il est chef du service génétique, phénotypage et écophysiologie d'Arvalis. Merci de l'applaudir. Romain,
malheureusement, les rendements, on va simplifier, ne progressent plus. C'est la cause de quoi? Du changement climatique, d'une moindre innovation variétale, c'est quoi? Ouais, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vais pas répondre que c'est parce qu'il n'y a plus d'innovation variétale, sinon je vais me faire jeter de la salle. Mais bien entendu, oui, la réponse, elle est assez simple à cette question. Si on a une stagnation des rendements qui est observée depuis une trentaine d'années maintenant, c'est bien lié à plein de facteurs, mais certainement pas l'absence d'innovation variétale. Les facteurs qui sont liés à la stagnation des rendements, je pense que vous les connaissez toutes et tous. Il y a bien entendu le changement climatique, avec l'augmentation notamment de la fréquence des aléas extrêmes, qui impactent bien sûr les productions. Et puis il y a aussi tout ce qui est les orientations réglementaires ou politiques qui peuvent enlever certains moyens de production et qui vont donc impacter potentiellement la productivité. En ce qui concerne le progrès génétique, je pense qu'on vous a déjà présenté certains résultats. Les collègues et les équipes d'Arvalis ont travaillé à mesurer le progrès génétique dans les essais post-inscription depuis plus de 40 ans. Et ce qu'il en sort, c'est que ce progrès génétique, il est stable depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'on a cette croissance autour du progrès génétique qui est identique depuis 40 ans, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moindre innovation variétale. Et ce progrès génétique, on peut le regarder sur plein de critères. On peut le regarder bien entendu sur la productivité, donc le rendement. Et si on regarde ce critère-là, pour le blé tendre par exemple, on est depuis 40 ans à un progrès de 0,54 quintaux par hectare et par an. Et heureusement qu'on a ce progrès, parce que sans ce progrès, quand on parle de stagnation des rendements depuis 30 ans, on ne parlerait pas de stagnation, mais potentiellement une réduction des rendements s'il n'y avait pas eu ce progrès génétique. Et puis quand on parle de progrès génétique, et ça a été aussi beaucoup évoqué dans les vidéos et dans l'introduction de Thierry Maumont, c'est que ce progrès il a aussi été important sur de nombreux traits qui concernent les variétés, que ce soit bien sûr la résistance aux maladies. On a de plus en plus de variétés qui sont résistantes à un cortège de bioagresseurs. À titre d'exemple, je trouve que c'est bien aussi d'illustrer ces années 2024, année catastrophique en termes de pression biotique, notamment sur les maladies foliaires du blé tendre. Je pense que si on n'avait pas eu les variétés actuelles et qu'on avait eu les variétés de 20 ans vis-à-vis de la septoriose, la catastrophe aurait été certainement beaucoup plus importante. Donc l'importance, je pense que ça illustre bien l'importance du progrès génétique sur ces traits, mais il y en a aussi d'autres, notamment autour de la tolérance au stress et au stress hydrique. Donc ça, c'est des traits et du progrès qui ont pu être mesurés à la fois dans des projets de recherche et à la fois dans les données post-inscription d'Arvalis. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une deuxième méthode qui est en cours pour justement revaloriser et mesurer ce progrès génétique. C'est celle qui a été évoquée par Thierry Maumont en introduction, c'est le réseau UFS Arvalis. Et pour lesquels les premiers résultats, donc c'est-à-dire qu'on a mis des variétés emblématiques des différentes décennies avec des variétés actuelles dans les conditions climatiques du moment, et les premiers résultats sont très cohérents avec un progrès génétique mesuré dans ces essais qui correspond un peu à ce que je vous ai dit précédemment. Donc, ceci étant dit, on a ce progrès génétique qui est présent. On a quand même une stagnation des rendements. Donc comment valoriser ce progrès génétique? Je pense que c'est typiquement la question qu'on se pose et que se posent les agriculteurs. On l'a vu, je pense, dans l'enquête d'équation, on l'a vu aussi dans la vidéo de monsieur Jamet. Donc on a la chance d'avoir des filières qui ont quand même, en tout cas pour plusieurs espèces, une dynamique d'inscription variétale qui est importante. Donc c'est-à-dire qu'il y a un choix variétal qui existe. Et puis après, pour valoriser ce progrès génétique, ce qu'il faut, bien entendu, c'est un renouvellement assez fréquent du bouquet variétal dans des exploitations, parce que comme vous le savez toutes et tous, l'innovation variétale passe par la semence, et donc c'est bien par cet intermédiaire, en arrivant dans les exploitations, qu'on peut apporter le progrès génétique. Et puis après, se pose aussi d'autres questions, mais je pense que c'est moins le cas pour les filières céréalières, c'est la disponibilité de ces semences. Pour connaître un peu le lin, où il y a aussi du progrès génétique, il y a plus des questions autour de la disponibilité des semences pour
avoir ce progrès génétique dans les fermes, ce qui est peut-être un peu moins le cas pour les céréales. Et puis bien entendu, valoriser ce progrès génétique nécessite aussi de pouvoir, parce que la variété frappe à tout, ça a été dit, on cherche le mouton à 5 pattes, mais c'est difficile à identifier, c'est aussi accompagner ces variétés, cette innovation variétale avec l'optimisation des pratiques et l'adaptation des systèmes de culture. Alors, c'est vrai que ça fait 2-3 campagnes que les cours sont bas, que c'est compliqué en termes de production et de coûts de production. Denis l'a dit un peu, c'est la valorisation de l'azote aussi qui peut être un indicateur intéressant, maîtriser ses charges pour être capable justement de pouvoir dégager un revenu. Est-ce que ça c'est une évolution que l'on mesure ou pas, la valorisation de l'azote par les espèces, les variétés? Question pour moi? Oui, je pense qu'il n'y a que vous, Romain, qui pouvez y répondre. D'accord, je peux y répondre, pas de souci. Oui, bien entendu, on travaille sur ce qu'on appelle l'efficience de l'utilisation de l'azote, que ça soit au niveau de l'inscription et à la post-inscription. Donc, ça a été démontré que les variétés actuelles, en situation de stress azoté, ont un progrès génétique qui est toujours là. C'est-à-dire qu'elles arrivent à mieux utiliser l'azote. Il y a d'autres critères aussi qui sont importants, mais je ne sais pas si j'ai besoin de rentrer dans les détails, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est tout le critère GPD+, donc c'est la capacité des variétés à limiter la corrélation négative entre le gain de productivité et la dilution en protéines dans les grains. Et donc là aussi, ça c'est un trait qui a été largement travaillé par les sélectionneurs, et on a des variétés qui sont capables de plus exporter l'azote dans les grains et donc d'avoir quand même un taux de protéines qui est important sans que ça soit lié à une baisse de productivité, où on peut le voir inversement bien entendu. Toujours dans cette vision globale donc des attentes, malheureusement dans une campagne qui ne s'annonce pas avec des cours forcément élevés, on verra ce que donne le climat et l'impact sur les marchés, est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont importants à observer ou à espérer justement côté évolution et génétique ? Oui, bien entendu, et je pense que ça fait totalement écho justement avec la journée UFS Arvalis qu'on a eu hier. Thierry l'a indiqué dans son introduction. On se penche, et les sélectionneurs se penchent, et toute la filière se penche sur quelles doivent être les capacités intrinsèques, quels doivent être les idéotypes variétaux dans 10 ans. Parce que le temps de la sélection, c'est à peu près ce temps-là, même s'il y a des techniques qui permettent maintenant d'accélérer ce temps. Et ça a été mis dans la vidéo, ce qui est une des clés, en tout cas une des objectifs de recherche qu'on a, c'est bien sûr de travailler sur la stabilité ou la résilience de ces variétés, notamment en lien au changement climatique et aussi aux contraintes réglementaires. Donc beaucoup de travaux sont menés pour essayer de mieux caractériser la stabilité des variétés dans des environnements qui peuvent être très différents, parce que les variétés, je l'ai dit en introduction, le changement climatique implique des fréquences d'aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, c'est le cas de le dire, et aussi de plus en plus extrêmes, et donc il faut potentiellement avoir des variétés ou des bouquets de variétaux à l'échelle de l'exploitation qui permettent de limiter ces facteurs limitants, et donc d'avoir des variétés qui sont potentiellement plus stables, ou en tout cas des bouquets, pouvoir préconiser des bouquets de variétés qui permettent cette stabilité. Et ça, justement, on le voit, les aléas, les changements, les températures extrêmes, le manque d'eau, le plus, le moins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que l'offre variétale à disposition des agriculteurs est adaptée à ces aléas ? En tout cas, pour pas mal d'espèces qui concernent notre réunion d'aujourd'hui, il y a quand même, comme je disais, une offre qui est importante, avec des variétés qui peuvent être adaptées à certains terroirs, mais aussi des variétés très bonnes qui peuvent s'adapter aussi à tous les terroirs. Donc je pense qu'il y a un peu toutes les combinaisons possibles sur ce point-là. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment, justement, en travaillant sur la stabilité des variétés et sans employer un mot trop barbare, mais quand on parle d'envirotypage, c'est-à-dire la capacité à caractériser finement les environnements et comprendre les stress qu'ont subis les variétés, in fine, c'est ça, c'est de pouvoir préconiser au mieux les variétés selon les fréquences de risque qui peuvent apparaître dans les territoires.
Très bien. Je vais vous donner la parole. Qui souhaite prendre la parole, poser une question, une remarque, un témoignage? Qui veut intervenir sur cette vision d'adéquation? Monsieur? Oui. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, Arnaud Herman, multiplicateur de semences dans l'Aubre et membre de section ACMAE. On constate aujourd'hui dans les fermes qu'il y a de plus en plus de mélanges de variétés de blé parce que les agriculteurs considèrent qu'aujourd'hui c'est la meilleure réponse au changement climatique et ça permet de lisser les revenus. Avec cette problématique que les variétés proviennent de différents obtenteurs, quelle peut être la réponse de la filière et des établissements afin de maintenir un taux de pénétration optimum de la semence certifiée? Merci. Qui souhaite répondre? Romain, je pense que c'est vous, non? Quelle réponse? Je ne suis pas certain, mais je veux bien répondre. Je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé. Déjà, un point, je pense, important, technique, parce que je suis drivé notamment par la technique, c'est que les mélanges intraspécifiques, ce qu'on dit, c'est que déjà, il n'y a pas d'erreur technique à faire des mélanges intraspécifiques. Ça, c'est un point important. Tout ce qui amène de la diversité, que ce soit à l'échelle du bouquet variétal, c'est-à-dire du nombre de variétés à l'exploitation ou dans la parcelle, c'est clairement un plus pour essayer de maintenir une stabilité et une certaine résilience dans la performance des variétés et donc, in fine, dans la performance économique des exploitations. Mais après, sur la question, je pense, sur les semences certifiées et comment ça peut se passer dans les établissements, je vais laisser ma collègue Camille répondre. Oui, tout à fait. Pour apporter un complément à ce que vient de nous expliquer Romain Valade et en réponse à la question de Arnaud Herman, c'est vrai que se pose la question qu'il faut quand même continuer à produire aussi des semences certifiées. Les agriculteurs multiplicateurs, quand ils vont multiplier une variété, c'est en réponse à la demande aussi d'un établissement. Donc il y a un contrat qui est mis en place pour multiplier cette variété. Et donc si on veut aussi pouvoir avoir ces mélanges demain, il faut être aussi en capacité de multiplier chacune des variétés avec les avantages qu'elles offrent et parfois aussi leurs limites. Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui de la filière de pouvoir à la fois d'un côté produire aussi de la semence certifiée et permettre une utilisation après en mélange par la suite pour on va dire en consommation, donc plutôt pour l'utilisation des semences pour produire du grain ensuite. Ça répond bien à votre question? Oui, à peu près. On est là pour échanger au maximum, hein. On est entre acteurs de la filière, donc c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Philippe. Philippe Dubief, je suis agriculteur en Côte d'Or, vice-président de la GPB. Il faut que je me lève. C'est juste une question très simple. Moi, je suis complètement raccord avec ce qui a été dit par rapport à l'adéquation, c'est-à-dire qu'on veut tout. C'est-à-dire qu'on veut de la productivité, on veut de la résistance aux maladies, on veut de l'adaptation climatique. Ma question est extrêmement simple. Finalement, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce qu'on peut suivre tous ces lièvres à la fois ou est-ce que c'est plutôt paradoxal? Ça, c'est ma première question. Voilà. Et la seconde, est-ce que donc avec l'innovation en termes de thérapie, non, on ne dit pas thérapie, mais en termes de recherche génomique, est-ce que ça va nous aider à gagner du temps ou à gagner sur les trois tableaux? Merci. Sur la première question, je pense que si on regarde l'histoire, on peut dire que oui. Je pense que c'est possible de combiner les critères, que ce soit à la fois productivité, résistance au stress biotique et résistance au stress abiotique, parce qu'on a l'exemple de ces 20 ou 30 dernières années où le travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs de la sélection a permis de combiner ces critères. C'est un temps long, la sélection, mais néanmoins, on peut voir, et on le voit par l'illustration de ce qu'on fait dans le réseau UFS Arvalis Progrès Génétique, ça se voit très clairement, ça se voit dans les chiffres. On a de plus en plus de variétés qui combinent des résistances aux maladies, tout en gardant une productivité et tout en ayant une certaine tolérance au stress climatique.
Bien entendu, il peut se poser des questions après sur des plafonds autour de la productivité ou autres, mais qui sont aussi liés avec ce qu'on a dit précédemment. C'est que peut-être qu'on ne cherche plus la Formule 1, comme ça a été dit, mais plutôt un 4x4 qui permet de combiner l'ensemble de ces critères pour maintenir un rendement qui est en lien avec, je pense, les charges qui sont mises et pour répondre à une performance économique dans les exploitations. Et puis bien entendu, ma réponse pourra être complétée par les sélectionneurs qui sont encore mieux placés que moi pour y répondre. Sur la deuxième question et donc sur les nouvelles techniques de génomique, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les journées de l'innovation d'Arvalis, qui ont eu lieu depuis 15 jours, sont sur le thème de l'innovation variétale. Donc on a 8 journées. D'ailleurs, je fais la pub pour 2 journées qui restent à Chartres et à Reims, le 10 février à Chartres et le 12 février à Reims. Donc n'hésitez pas de vous inscrire. Il reste encore de la place. Et donc, on parle notamment des NGT et des nouvelles techniques de génomique, notamment du projet de règlement qui devrait être amené à être voté au mois de mars au Parlement, qui a passé tous les autres étapes. Et ce qu'on dit dans ces journées de l'innovation, le message qu'on fait passer, c'est que c'est un outil nouveau, en tout cas intéressant, dans la boîte à outils du sélectionneur, qui est déjà très importante. Ils ont travaillé, ils ont eu des marqueurs moléculaires, il y a eu la transgénèse à l'époque avec les OGM, donc c'est pas un sujet en France. Il y a eu la sélection génomique et que voilà, maintenant les nouvelles techniques de sélection, les nouvelles techniques de génomique peuvent être un outil complémentaire. Et les exemples qu'on peut voir dans la littérature, ou en tout cas dans des exemples concrets qui existent dans certains pays, c'est que oui, ça peut apporter un plus, oui, ça peut accélérer la sélection. Ça, c'est assez clair, en tout cas pour les entreprises qui se lancent dans cette technique. Mais il ne faut bien sûr pas tout faire peser sur cet outil-là. C'est un outil parmi d'autres qui peuvent permettre de répondre à l'ensemble des enjeux qui ont été cités, notamment dans la vidéo de ce matin. Et je pense qu'il y aura aussi à faire attention sur les questions de propriété intellectuelle, notamment autour des brevets et des COV, pour réussir à maintenir, je pense, un système qui permet de maintenir, je pense, une diversité d'acteurs, parce qu'on l'a déjà dit, la diversité c'est important, tout en quand même répondant à tous les enjeux qu'on a cités précédemment. Romain, on a vu le prix de l'engrais, il a monté là de 15 € je crois aujourd'hui, enfin ça monte très rapidement, on a une volatilité des intrants qui est très importante. Vous êtes à l'interface entre justement l'approche système dans l'exploitation. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on va arriver à relever les défis avec ce que vous voyez arriver en matière de variété? La question est un peu violente. J'ai envie de répondre que je ferai la même réponse que pour la NGT, c'est pas pour me défiler, mais on va y arriver que si on arrive à combiner l'ensemble des leviers qui nous permettent d'arriver à répondre à cette volatilité des prix et aux contraintes économiques qui sont fortes sur les exploitations actuelles. Bien sûr, l'innovation variétale est un pilier majeur, je pense que ça a été dit déjà dans cette table ronde, mais il faut aussi qu'on puisse adapter les systèmes de culture également. Enfin voilà, il y a certainement pas mal d'autres plein d'autres leviers qui sont aussi à travailler, le maintien des moyens de production ou en tout cas l'efficience. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont attraits à ce sujet pour pouvoir y répondre. La variété en fera partie, mais ça ne sera pas bien entendu le seul levier. Même si on a l'impression qu'on se tourne beaucoup vers les sélectionneurs. Alors justement, Romain, vous demandiez éventuellement à un sélectionneur de compléter tout à l'heure sur l'approche. Qui souhaite prendre la parole chez les sélectionneurs sur votre vision ? Sur l'adéquation entre les attentes des agriculteurs, les défis économiques et ce qui peut être proposé. Thierry, par défaut. Alors, il ne faut jamais oublier que les obtenteurs sont avant tout des agriculteurs, puisqu'ils sont obligés de passer par le champ. Nos travaux, ils ne se font pas qu'en laboratoire, sur des paillasses. Ils se font à 90% au champ. Et on l'a dit, le progrès génétique, c'est un pas de temps de 10 ans entre la création d'une variété, c'est-à-dire le croisement, et puis son arrivée entre les mains des agriculteurs. Et durant ces 10 ans,
la variété va être testée tous les ans, et on peut raisonnablement penser que durant ce pas de temps de 10 ans, on va avoir une diversité de situations pédoclimatiques suffisantes pour repérer les individus qui sont le plus adaptés au moment que nous vivons. C'est pas du virtuel, la sélection. On est vraiment avec des bottes dans les champs et on juge les variétés non pas sur le temps qu'ils faisaient hier, mais sur le temps que nous vivons aujourd'hui. Ce qui explique probablement largement pourquoi les variétés que nous utilisons sont mieux adaptées que celles que nous avons testées dans le réseau Progrès Génétique. On constate que même s'il y a eu quelques petites exceptions, puis ça nous permet, d'ailleurs hier on nous l'a dit, il y avait des variétés qui présentaient visiblement des structures de résistance à la rouille jaune par exemple, qui semblent durables et stables, alors que d'autres décrochent complètement, parce que les souches évoluent. Il n'y a pas que le temps qui évolue, hein. Les maladies, et à l'intérieur de ces maladies même, les souches de chaque virus qui se développe évolue également. Donc la rouge jaune d'aujourd'hui, ce n'est pas la rouge jaune d'il y a 20 ans. Et celle qu'on va connaître dans 10 ans ou dans 20 ans, elle sera peut-être plus virulente, moins virulente. Donc il faut bien garder à l'esprit que on peut s'amuser à mettre tout ce qu'on veut en termes de biotech et tout. La vérité, elle passe par le champ. Et la meilleure explication qu'on peut, ou justification qu'on peut voir, il y a un certain nombre de variétés et on peut en faire, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du développement des variétés, on pourra noter que certaines variétés connaissent des succès absolument importants, sans quasiment jamais avoir été dans le tout haut du tableau du rendement. Parce que ces variétés présentent des caractéristiques de stabilité et d'absence de défauts majeurs. Et tout à l'heure, Romain disait 4-4 plutôt que Formule 1. Ben, c'est exactement la formule qu'il faut. Les agriculteurs ne veulent plus de Formule 1 qui demandent beaucoup trop éventuellement d'apports, que ce soit phytosanitaires ou azotés, mais beaucoup plus des 4x4 qui leur permettent de traverser des épisodes qui sont de plus en plus imprévisibles et diversifiés. Donc c'est vraiment notre contribution. Et je voudrais également répondre un peu aussi à la question qui portait sur les semences certifiées. Il faut également garder à l'esprit que la semence certifiée, ce n'est pas seulement la traçabilité de la pureté variétale. La semence certifiée, elle a également des obligations réglementaires en termes de respect sur des problématiques comme l'ergot, l'acarie, et qu'elle est la meilleure garante que dès le semis, on part avec des conditions d'implantation qui sont optimales. Contrairement à plus de 50% des emblavements aujourd'hui réalisés sur la ferme France, où il y a une absence complète du contrôle sanitaire. Or, le risque sanitaire, il n'est pas seulement émergent aujourd'hui, hein, il est présent et il inquiète. Donc c'est un axe que nous devons travailler beaucoup plus. La traçabilité pour des filières, oui, mais pas que. Alors, on a une autre question, monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Me lever. Non, c'était pour un complément. Je suis aussi Vincent Béguier, donc directeur général d'Agri-Obtention. Donc c'est la réponse obtenteur d'un complément à ce que vient de dire Thierry. Donc effectivement, le sujet d'innovation variétale est majeur, et le sujet d'innovation pour faire face aux défis qui nous arrivent. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, tous les moyens qui permettent de financer tout ça, c'est l'achat de semences par l'agriculteur et la multiplication du progrès génétique des variétés par les établissements semenciers. Donc aujourd'hui, en fait, tout repose très fortement sur l'amont. Et on est face à effectivement des besoins d'innovation de plus en plus importants. Et je pense qu'il va falloir se poser la question dans une organisation de filière où chacun contribue aux moyens nécessaires à développer cette innovation. Et en tout cas, pour que l'acte de production de semences certifiées, qui est le pilier aujourd'hui du financement de cette innovation, perdure, il va falloir, je pense, véritablement se poser ces questions pour pouvoir face à tous les sujets auxquels on fait face, puisqu'il faut bien le dire aujourd'hui, effectivement, on cherche plutôt une variété 4x4 qui passe un peu partout pour pouvoir faire des volumes significatifs
pour écraser les coûts. Si demain on doit aller vers des variétés adaptées à des situations de plus en plus complexes et de plus en plus diversifiées, pour pouvoir continuer à fournir cette semence aux agriculteurs, et que ça ne repose pas que sur l'agriculteur, sur son acte d'achat de semences, il va falloir repenser nos modèles. Comment ? Il faut que tout le monde se mette autour de la table et que la création de valeur soit répartie de façon la plus optimisée. Mais je pense que c'est un débat qui parcourt toute l'agriculture aujourd'hui. Et quand vous dites ça, c'est à quel pas de temps? C'est cette année, là, il faut s'y mettre autour de la table? Comme l'a dit Thierry, on est sur un pas de temps long pour faire de l'innovation. Donc aujourd'hui, les obtenteurs travaillent avec le modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Si on veut être au rendez-vous en 2035, il faut s'y mettre effectivement maintenant. Merci beaucoup. Qui souhaite réagir? On peut encore prendre une remarque, une question, allez-y. C'est le moment ou jamais. Oui, madame, si vous voulez bien, vous levez, s'il vous plaît, et vous présentez. Dominique Desclos, INRAE. Ma question concerne les semences de ferme. La plupart des agriculteurs que je connais qui pratiquent les semences de ferme le font parce qu'ils estiment qu'elles évoluent dans le temps, donc ils ressèment une partie de leur récolte, etc. Ça évolue dans le temps, pour eux ça s'adapte de mieux en mieux à leurs conditions pédoclimatiques. Et est lié à ça les problématiques de microbiome du sol. Voilà. Ils estiment que les semences s'adaptent de mieux en mieux à ce microbiome, etc. Donc, quelle est la réponse de la filière à ces agriculteurs-là? Ce ne sont pas des agriculteurs qui ne cherchent pas à payer le progrès génétique fait par les sélectionneurs. Ce n'est pas pour contourner et squeezer ce qui revient de droit aux sélectionneurs, mais c'est bien une question d'adaptation et d'évolution à leurs conditions pédoclimatiques. Chose que l'on travaille aussi dans les laboratoires et où l'on montre assez bien l'intérêt de cette évolution. Merci. Merci, très bonne question. Et j'avais une autre question, oui, 2 secondes si je peux, à Clémence Boulanger. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 29% des agriculteurs qui estimaient qui percevaient la crive injuste. Donc ça c'est intéressant, ils proposent quoi du coup? Clémence en premier, Romain en second. Merci. Comme ça laisse le temps à Romain de réfléchir un peu. Allez-y Clémence. On ne vous entend pas, je ne sais pas pourquoi. On va changer de micro. Allez-y, ouais. Pardon. Oui, pardon. La question ne leur a pas été posée et je ne pourrais pas m'avancer pour parler au nom de tous les agriculteurs comme le voulait cette étude. Donc, non, en effet, ils ne proposent pas en tout cas quelque chose. En tout cas, ce n'est pas dit dans l'étude. Très bien. Deuxième question. Intéressante. Oui, très intéressante. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre ou si je ferai une très bonne réponse. Peut-être sur la question du microbiote, où je maîtrise un petit peu mieux. Je pense qu'il y a des vraies questions sur ce thème-là. À la fois croiser sélection et pratique. Je pense que c'est important et il y a beaucoup de travaux qui sont menés pour essayer d'imaginer, en tout cas de trouver les solutions qui nous permettent de valoriser et favoriser le microbiote à la fois du sol ou le phytobiome des plantes, à la fois directement en sélection ou à la fois sur les pratiques. Donc ça se fasse par sélection participative ou par d'autres moyens, je ne sais pas, c'est certainement très, très intéressant dans les deux cas. Et que, bon, en tout cas, ça reste une voie de progrès qu'on doit avoir pour justement pouvoir utiliser, en tout cas, ce microbiome en tant que phénotype étendu des plantes, comme c'est le cas depuis très longtemps avec la mycorrhization notamment. Honnêtement, sur la première question, je ne sais pas trop comment vous répondre. Je pense que s'il y a des agriculteurs qui considèrent que de pouvoir utiliser les semences de ferme et utiliser la capacité, même si on est sur des plantes, enfin,
de pouvoir sélectionner directement sur leur territoire à partir d'un progrès génétique pour que ça soit adapté, ça peut être une voie. Néanmoins, on peut quand même imaginer que il partira d'une base génétique qui est ce qu'elle est, et que avec l'apport d'autres diversités génétiques, et notamment avec l'apport de ce qui est fait par les sélectionneurs qui vont pouvoir justement combiner des traits d'intérêt, on a plus de chances que la sélection, je reprendrai une citation de Pascal Giraudot de Secobra, c'est quand même une histoire de probabilité, et donc la probabilité que les mutations d'intérêt apparaissent est certainement plus forte dans un programme de sélection pour justement introgresser les traits qui vont permettre de répondre à différentes questions que peut-être ce qu'on peut avoir directement dans son territoire. C'est une réponse qui n'est pas du tout parfaite à votre réponse, mais je ne pense pas pouvoir faire beaucoup mieux. Désolé. Un petit complément, s'il vous plaît. François. Merci François Després. Pour répondre à Dominique et compléter ce qu'a dit Romain, moi je crois que ce débat, il illustre complètement, il démontre la vertu du modèle de propriété intellectuelle qui est le nôtre, celui du COV, puisque un agriculteur qu'il achète de la semence certifiée ou qu'il fasse de la semence de ferme, il peut faire ce qu'il veut des variétés que nous avons créées. Et ce modèle extrêmement ouvert qui permet toutes les pratiques, il ne faut pas qu'il soit remis en cause par l'arrivée des NGT. C'est vraiment un enjeu extrêmement important sur lequel la majorité des sélectionneurs dits traditionnels se retrouvent. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler dans la 3e table ronde. Merci beaucoup. On va pouvoir applaudir et remercier donc nos 3 experts. Merci beaucoup Clémence Boulanger, Camille Guérin et Romain Valade.